Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes le 1er mars 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. L'actualité a été illustrée ces derniers jours par un débat sur la proposition faite par le président de la République de confier la mémoire d'un enfant juif mort pendant la déportation au cours de la Deuxième Guerre mondiale à un enfant vivant actuellement et élève de CM2. Cette proposition, semble-t-il, est abandonnée en raison de toute une série de problèmes que nous avons déjà un peu évoqués, mais à cette occasion a commencé de se dérouler un débat sur les problèmes du génocide. Tout génocide est unique pour ceux qui l'ont vécu, pour leurs familles, pour leurs descendants. Mais il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de génocides et non pas un génocide unique. Alors, le problème est de savoir quel est l'intérêt d'essayer de comprendre l'unicité d'un génocide ou au contraire sa multiplicité dans l'histoire. C'est tout le débat que nous allons essayer d'avoir aujourd'hui avec Reynald Secher. Bonjour Reynald Secher. Bonjour monsieur. Vous êtes historien, docteur en histoire et vous vous êtes consacré à l'étude du génocide vendéen. C'est un génocide franco-français puisqu'il a opposé des gens qui étaient des révolutionnaires à d'autres qui étaient tout aussi français qu'eux, mais qui n'acceptaient pas certaines des dispositions de la Révolution. On y reviendra dans un instant. Mais la question que j'aimerais vous poser vise d'abord à essayer de définir quelle est l'origine finalement des génocides. Parce que des massacres de population, il y en a déjà eu et ils portent leurs fruits amers et empoisonnés très longtemps. Je pense en particulier au massacre des Irlandais par Cromwell, 3 siècles et demi. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a quelque temps, on s'est tripé en Irlande, alors non pas au nom directement de cette déportation de population et des massacres, mais au nom du souvenir qu'on en a gardé, et des religions qui s'opposent. Mais il semble quand même que la Révolution française soit malgré tout à l'origine du caractère massif et particulièrement violent des génocides, et en particulier ce qui s'est passé en Vendée serait donc la mère de tous les génocides, d'après ce que vous dites et écrivez. Je crois qu'il faut partir de la définition du génocide. Je crois que c'est important. Il faut partir de données juridiques et ensuite essayer de l'appliquer, voir si elle est applicable ou pas. En fait, le génocide est un crime contre l'humanité. Il y a 3 crimes de génocide. Vous avez la conception, vous avez la réalisation partielle ou totale, ou la complicité dans la conception, ou la réalisation partielle ou totale de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou religieux. Nuremberg n'a pas pris compte de la donnée politique parce que les soviétiques s'y sont opposés. Il va falloir attendre plus tard pour que ça soit reconnu comme génocide élément. Bien. Alors, 3 crimes de génocide. Des crimes très précisément définis. L'origine du mot génocide est due à un juif qui s'appelle Lemkin, qui a créé ce néologisme en 1943. Le crime de génocide, par nature, est rétroactif. Alors, est-ce qu'on peut parler de génocide en Vendée? La guerre de Vendée, c'est quelque chose à la fois de très complexe, mais si on monte sur la table de l'histoire, de très simple. C'est une guerre civile qui commence en mars 1793, qui n'est pas spécifique à la Vendée. Ces guerres franco-françaises, on les retrouve un peu partout en France, dispersées, soit dans des villes comme Lyon, Toulon, Caen, Marseille, etc., soit des mouvements ruraux comme le Berry, la Bretagne et bien entendu la Vendée. Avec une nuance, c'est qu'à partir de novembre 1793, il n'y a plus aucun lieu insurrectionnel non maîtrisé par l'armée de l'État en France, sauf la Vendée. Et c'est parce que cette guerre civile s'est prolongée qu'on a décidé de faire au plus haut niveau de l'État, en l'occurrence Robespierre, de la Vendée un laboratoire. Tout a commencé par un mot banal. À la suite d'une défaite militaire, le général Marcet contre une troupe qui venait du département de la Vendée, la nouvelle en arrivant à Paris a suscité un certain nombre d'émotions.
à la fois populaire et politique. Et on s'est posé la question de savoir qui avait osé battre une armée républicaine. Le hasard a fait que ça soit des Vendéens. Donc on s'est dit, ce sont des Vendéens, c'est la guerre de Vendée. Et le concept de Vendée est né de cette défaite du Pontcharron. Pardon de vous interrompre, mais Vendée, au fond, c'est une notion qui est assez récente. Il n'y avait que le Bas-Poitou à l'époque. Ah, absolument. On La Vendée, la Vendée, c'est une petite rivière. Et le département de la Vendée, en fait, devait s'appeler le département des deux petites rivières qui s'appellent le Petit et le Grand Lait. Et lorsqu'on a fait cette proposition à l'Assemblée, ça a été un tollé, un énorme éclat de rire aussi, parce que les députés vendéens ne se caractérisaient pas par des traits très beaux. Voilà. Et donc on s'est dit, on ne peut pas leur faire cet affront. Et on a trouvé un nom au hasard qui était en l'occurrence à Vendée. La guerre de Vendée est une création pure de la Révolution française. Alors, avant que nous allions plus loin sur la Vendée elle-même, j'aimerais vous ramener quand même à l'origine révolutionnaire de la notion de génocide. Alors justement, il faut que je raconte cette histoire pour bien comprendre cette origine. Donc, tout commence par un mot, Barère, qui dit du haut de la tribune, il faut exterminer ces Vendéens. Deuxième phase, on s'est dit comment les exterminer. Il va falloir attendre un certain nombre de semaines. Et on a l'arme de la Révolution, c'est la loi, qui est une création révolutionnaire, avec ce caractère d'unicité, d'indivisibilité. Donc on se dit, il faut légiférer en la matière pour se donner les moyens légaux pour anéantir et exterminer les Vendéens. On manque de recul, on manque d'expérience en la matière, puisqu'il s'agit d'exterminer 815 000 habitants. La population française à l'époque, grosso modo, est évaluée entre 27 et 28 millions. Donc, un pourcentage conséquent de Français qui, de surcroît, refusent de se laisser faire. 815 000 habitants, géographiquement concentrés spatialement dans un espace défini. Alors, on se dit, il faut légiférer. Et on se dit, on va prendre une première mesure qui doit être absolue et définitive. C'est la loi du 1er août 1793, c'est ce qu'on appelle la loi d'anéantissement, où elle est très simple. Il s'agit de transformer le territoire de la Vendée en un désert. Et pour ce faire, on décide de tout brûler. Et on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Parce que les moyens font qu'on ne maîtrise pas cet anéantissement. Donc on se dit, il faut aller plus loin. Il faut cibler l'extermination directement. Et on décide d'exterminer les brigands de la Vendée. C'est une loi. C'est-à-dire qu'il y a une délibération, il y a un vote qui est absolu, 100%. Et ensuite, il y a une publication au journal officiel. Ça veut dire que lorsque je dis il y a une loi, il y a bien eu un débat, il y a bien eu un vote, et il y a bien publication. Et si on ne me croit pas, allez voir le journal officiel de l'époque, qui s'appelle Le Moniteur, et c'est tout à fait clair. Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant, on fixe même une date, avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'accomplir. On parle de brigands de la Vendée. C'est un concept qui est à la fois vague et précis. Précis parce que c'est spatialement la Vendée. Vague parce qu'il y a une ambiguïté au niveau de la terminologie. Brigand, on peut imaginer que seuls sont concernés les habitants insurgés. Et en fait, on va définir le concept de brigand. Ce sont tous les Vendéens résidant en Vendée, bleus et blancs confondus. Et on va même définir les préférences en disant qu'il faut exterminer de préférence les femmes s'y en producteurs et les enfants car en passe de devenir futurs brigands. Alors, je vous arrête un instant sur ce thème précisément, car il est fondateur, hélas, de la notion même de victime du génocide. Ils sont coupables d'être nés. Ils sont coupables d'exister et d'être nés. Parce qu'en fait, on va se rendre compte par la suite que ne sont pas concernés seulement les habitants de la Vendée, mais tous les Vendéens existant en France. Et on a des départements, comme par exemple l'Eure, qui va prendre des mesures radicales d'extermination des Vendéens résidant sur son département. Puis troisième loi,
qui est prise, c'est la loi du 7 novembre 1793, qui est une loi qui peut paraître absurde, mais qui est logique dans cette conception qu'on a de l'élimination de l'autre, du droit à l'autre de ne pas vivre. C'est une addition d'axiomes. Un homme conscient ne peut pas s'insurger contre la révolution bonne et généreuse. Donc s'il y a des gens qui s'insurgent, ce ne sont pas des hommes. Donc on va les animaliser. Mais même s'ils ne s'insurgent pas, puisque vous le dites vous-même... Même s'ils ne s'insurgent pas, bon, on va les animaliser. Ils risquent de s'insurger. Ils risquent de s'insurger. On va les animaliser. Mais des animaux ne peuvent plus avoir de propriété, par nature. Donc on va confisquer les propriétés qui sont déclarées biens nationaux. Puis troisièmement, s'il n'y a plus de propriété, s'il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de nom. Donc on retire le nom de la Vendée et on va lui donner un nouveau nom qui est département Vendée. Pas avec cette idée que la République se venge de la Vendée, pas du tout. Le mot venger à l'époque veut dire deux choses. Il faut commencer éliminer et régénérescence. Et d'ailleurs, je rappelle toujours que la guillotine s'appelle la vengeresse du peuple. Donc c'est double conception. Et puis, troisième phase, donc on a vu la première phase, c'est la phase du mot. La deuxième phase, c'est la phase légale. C'est très important, ces différentes phases. Et puis la troisième phase, c'est la phase de la réalisation. Alors, on ne va pas rentrer dans le développement de la réalisation, mais grosso modo, il y a eu trois phases là aussi. C'est une volonté d'exterminer une population géographiquement concentrée. Donc on se dit, comme la population est géographiquement concentrée, on va trouver l'arme absolue d'élimination systématique. Et en fait, on décide de recourir à des moyens scientifiques de grande échelle. Le premier moyen retenu va être le gaz. On décide de gazer la population vendéenne. Et on va faire appel au génie d'un des plus grands scientifiques de l'époque qui s'appelle Fourcroy. Et Fourcroy a son rapport qui dit j'ai pas trouvé la solution. Mais il y a toujours des petits génies, vous savez, qui sont tellement géniaux, qui croient avoir trouvé la solution. Et on a l'exemple d'un pharmacien qui s'appelle Proust, au Pont de C, qui croit avoir trouvé la solution du gaz et qui va faire l'expérience devant les moutons et devant les conventionnels. Et en fait, ni les moutons ni les conventionnels présents n'ont été accommodés, donc c'est l'échec. Deuxième moyen, la mine antipersonnelle. Mais le problème d'aujourd'hui, le problème d'hier, c'est-à-dire on n'a pas trouvé la mine intelligente, celle qui va pouvoir sélectionner, définir l'esprit de la personne qui monte sur la mine. Puis troisièmement, c'est l'empoisonnement à grande échelle. Et puis là aussi, on ne trouve pas la solution pour des raisons très simples. Donc on va abandonner cette phase scientifique et on va revenir à une phase plus pragmatique et on va s'appuyer sur 5 moyens principalement. L'exécution par la guillotine, le sabrage, ce qu'on appelait à l'époque la sabrade, la fusillade, l'éclatement des crânes et les noyades, soit par le biais d'un bateau, soit individuel, soit par deux, c'est ce qu'on appelle les noyades républicaines. Bien. Et en fait, ça pose deux questions. Première question, c'est très lent. Vous savez, la guillotine est une arme de mort très très lente. Le record à la journée a été 33. Il y a 815 000 habitants à examiner. Puis le deuxième problème, c'est le problème du coût. Vous savez, lorsqu'on n'y pense jamais à cela. Lorsqu'on guillotine quelqu'un, pour commencer, il faut faire prisonnier les gens, les acheminer dans une prison, les nourrir au minimum, leur donner un minimum de sanitaire, c'est du foin, etc. Mais il faut changer, la litière. Il faut ensuite les acheminer, c'est-à-dire il faut louer des charrettes, il faut louer des services des gardiens, il faut, utiliser l'armée. Ensuite, il faut ériger une guillotine, il faut la peindre, parce que le sang est corrosif, et puis le sang qui dégouline sur le bois non peint, ça fait réagir la population. Bon. Puis dans un corps, il y a 5 à 6 litres de sang. Lorsque vous coupez une tête, il y a 1 voire 2 litres qui s'échappent. Lorsque vous exécutez 33 personnes jour, c'est 60 litres, etc., etc. Et puis, il y a le bourreau. Il n'est pas fonctionnaire. Il n'est pas mensualisé. Il est membre d'une profession libérale, rémunéré à la tête, 100 livres. Il faut payer les porteurs, 50 livres. Puis ensuite, il faut accompagner le corps et l'enterrer, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Ah, bien entendu. Comme en Chine en 1989, lorsque le gouvernement chinois demande à l'exécuté de payer son exécution, c'est un tollé dans le monde, mais c'est une tradition dans toute dictature. C'est à l'exterminer, à l'exécuté, de payer son exécution, 120 francs en l'occurrence. Pour résumer, parce que le temps passe et qu'il faut que nous avancions un peu,
vous nous dites que tout génocide digne de ce nom est un génocide de caractère industriel. Non, Avec je ne les dis pas moyens, ça. en tout cas, les moyens qu'il faut développer. Non, justement, je vais vous dire ça. Je termine la troisième phase et après on va faire la synthèse. Et la troisième phase, c'est le plan Turreau qui dit je vais exterminer les habitants avec 12 Alors colonnes. pourquoi n'est-ce pas industriel? Puisque les moyens à mettre en œuvre sont non pas industriels au sens contemporain du terme, mais participent d'une industrie, c'est un véritable travail. Alors, en Vendée, on n'a pas trouvé la solution industrielle. C'est un génocide pré-industriel, artisanal. Et lorsque Lénine vient étudier en France le génocide vendéen, on le sait, il est venu en Vendée, l'étudier à Pornic. Il a étudié les œuvres de Babeuf. Il connaît parfaitement la terreur et l'œuvre de Robespierre. C'est si vrai d'ailleurs que lorsqu'il arrive en Russie, il va appeler lieu à exterminer Vendée. Et donc, lui, il reprend la phase terminale, les moyens utilisés en Vendée, et lui, il va commencer à les industrialiser. Et Staline va les industrialiser. Et Hitler, lorsqu'il prend le pouvoir en 1933, met en œuvre immédiatement l'extermination à grande échelle, mais de manière industrielle, parce que, justement, il a copié les méthodes soviétiques. Là, nous avons 3 phases. Et nous avons une filiation. Et nous avons une filiation directe. Et justement, c'est ça qui est intéressant. La Vendée est le premier génocide de l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs le seul génocide légal de l'humanité. Alors on peut se poser une question pour essayer de comprendre cela. Bon, la légalité du génocide de la Vendée, elle est clairement, à l'heure actuelle, cernée. Pourquoi Lénine n'a pas fait voter l'extermination des populations qu'il devait exterminer? Pourquoi Hitler n'a pas légiféré pour les génocides qu'il a commis? Parce que, justement, les bourreaux ont l'expérience de la mémoire. Et c'est si vrai que lorsque Robespierre tombe, la première préoccupation des révolutionnaires, c'est d'effacer toute trace du crime contre l'humanité commis en Vendée, pour pas que la Révolution française soit salie. Et un homme comme Babeuf, le père du communisme, lorsqu'il écrit son livre du système de dépopulation en 1795, en janvier 1795, c'est une question qu'il aborde en expliquant que les révolutionnaires veulent absolument effacer cette tâche. Et d'ailleurs, une des premières mesures que les révolutionnaires prennent à la chute de Robespierre, c'est la destruction systématique de toute la documentation liée à cette malheureuse affaire. Malheureusement, pour eux, le crime n'a pas été parfait, le crime de mémoricide. Parce qu'ils avaient oublié le contenu des ordres qu'ils avaient donnés aux exécutants. Ils avaient exigé, pour contrôler leur opération, que chaque jour, il y ait un rapport en double exemplaire qui soit rédigé par le général et qui soit expédié l'un au pouvoir politique, l'autre au ministère de la guerre. Ils ont détruit la documentation relevant du politique, ils ont oublié la documentation militaire. Et les militaires, tout naturellement, sans se poser de questions, ils n'avaient pas à se poser de questions, ont déposé tranquillement leurs archives au fort de Vincennes, où ils sont à l'heure actuelle. Est-ce que le génocide vendéen et les génocides qui ont suivi sont des génocides de caractère totalitaire, bien sûr, puisque s'il n'y a pas d'esprit totalitaire, il n'y a pas besoin d'exterminer les autres, mais est-ce qu'ils sont vraiment inhérents à la Révolution française? Et celle-ci est-elle vraiment un bloc, comme le disait Clémenceau, auquel cas il faut accepter aussi bien la Déclaration des droits de l'homme que le génocide? Ou bien est-ce que c'est simplement une évolution qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de révolutions? C'est une question très complexe. La Déclaration des droits de l'homme en France n'a pas été retenue par le droit international pour une raison toute simple. Il faut la lire, cette déclaration. Elle est d'une perversité absolue. Parce que
tous les articles liés à la nature humaine, liés à la défense de la liberté, sont tous conditionnés par la loi. Or, on sait que la loi, eh bien, elle est évolutive par nature. Contrairement à la loi, à la Déclaration universelle, qui est une loi naturelle. La deuxième chose. Est-ce que le génocide est inhérent à tout pouvoir, toute terreur? Oui, par nature. Parce que qui dit terreur, dit automatiquement soumission à une idée une et indivisible de toute une population. Et le refus du droit à la différence, qui va jusqu'à l'extermination systématique. Et d'ailleurs, par nature, c'est tous les systèmes qui sont liés au concept même de la Révolution française qui ont généré ce genre de méthode, ce genre de philosophie, ce genre de politique. Et c'est pour ça que lorsqu'on étudie ceux qui, se reconnaissent comme fils ou filles de la Révolution française, ils ont tous utilisé les mêmes méthodes. Et je peux vous dire quelques noms. Par exemple, Mustafa Kemal. Bien entendu, Lénine, Staline, Hitler, mais Pol Pot, Ho Chi Minh, etc. Et la Révolution française, pour tous ces gens, est bien vue comme la matrice de leur pensée. Et la Vendée est bien vue comme un génocide matriciel. Et d'ailleurs, Babeuf l'a bien vu à l'époque, et il le regrettait par avance. Alors, pour conclure notre discussion sur les visions peut-être un peu plus optimistes, disons, si j'hésite à prononcer le mot après les horreurs que nous venons de décrire, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir les génocides et qui ne serait pas, par exemple, seulement le fait d'en entretenir le souvenir, qui est nécessaire, bien entendu, l'histoire ne doit pas effacer les horreurs, mais est-ce qu'il y a, par exemple, un moyen d'éradiquer, cette fois-ci au bon sens du terme, l'horreur dans l'œuf? Oui, la mémoire. Tout est dans la mémoire. Et c'est pour ça que je me bats à l'heure actuelle pour que l'ONU reconnaisse un 4e crime de génocide. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez 3 crimes de génocide. La conception, la complicité, la réalisation. Il y a un 4e crime de génocide. C'est la mémoire. C'est ce que j'appelle le mémoricide. Et le problème... Donc c'est le négationnisme. C'est le négationnisme. Le problème que rencontre la mémoire juive de nos jours est exactement le même problème qu'ont soulevé les révolutionnaires qui étaient contre l'extermination de la Vendée en 1795-1796. Et c'est si vrai qu'en 1936, un journaliste malheureusement anonyme a expliqué que la France était responsable, en tout cas co-responsable, des crimes commis en Union soviétique et en Allemagne, parce que nous avions gommé dans notre mémoire l'affaire de la Vendée. Et qu'on était incapable d'imaginer qu'un État puisse exterminer pour des raisons idéologiques, philosophiques, une partie de sa population. Et c'est parce qu'on avait gommé la Vendée qu'on n'avait pas conscience des horreurs commises par Lénine et qu'on n'avait pas conscience de ce qui est en train d'être programmé en Allemagne nazie. Alors le problème se pose dès qu'il s'agit de mémoire sur, et l'historien que vous êtes ne peut qu'y être sensible, sur le fait de savoir si la mémoire supporte la discussion historique. La mémoire doit supporter la discussion historique. Surtout, c'est le dialogue qui fait prendre conscience, c'est le dialogue qui fait évoluer l'esprit. Et il faut surtout pas, je vais trouver le mot juste, scléroser, une pensée. Au contraire, il faut qu'elle soit source de dialogue. Donc et de ceux qui réflexion. nient les génocides, que ce soit le génocide juif ou d'autres, ou le génocide arménien, dont on parle très souvent aussi, ou le génocide vendéen qui est plus ancien, tous ces gens, dont certains sont des négationnistes, doivent être, d'après vous, contrés, bien entendu. Alors, il y a deux théories. Ils ont le droit de s'exprimer. Alors, il y a deux théories en la matière. Personnellement, je n'ai pas d'idée précise. Soit
comment dire, on les laisse s'exprimer. Vous remarquerez que pour la Vendée, c'est le négationnisme qui est devenu vérité officielle. Et c'est l'inverse, c'est ceux qui disent qu'il y a eu un génocide, qui sont rejetés à l'heure actuelle de l'université, de l'enseignement, etc. Et en fait, les négationnistes nient même les lois. Hein. C'est intéressant de voir ça. Vous les avez montrés à la caméra. On les a montrés à tout à l'heure. Alors, c'est une source de débat, je n'ai pas d'idée tranchée. Est-ce qu'on peut les laisser s'exprimer? Est-ce qu'on doit les laisser exprimer? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas que le débat doit faire avancer la pensée. En tout cas, ce qu'il y a de certain, et les historiens se sont insurgés de toute tendance d'ailleurs, oui, absolument, contre l'idée qu'il faudrait une vérité politique sur... Je crois que là, par contre, c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux, parce que si l'histoire ne peut plus se faire, à ce moment-là, c'est la politique qui va régner sur l'histoire, et l'histoire sera par définition contrefaite en permanence. Les génocides sont si monstrueux que personnellement j'ai du mal à imaginer que l'on puisse les nier. Bon. Mais si cette négation doit permettre une meilleure compréhension dans le cadre du débat, pour justement faire prendre conscience aux gens de ce qu'a été, par exemple, le génocide juif, qui est quelque chose de monstrueux en raison de son ampleur, de sa longueur, bon, de sa durée. Bon, je n'ai pas de réponse toute faite en la matière, mais je pense que tout débat doit permettre à la pensée d'évoluer. Il me reste à vous remercier, Reynald Secher. Je vais rappeler quand même que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui maintenant est un grand classique. C'est l'histoire du génocide vendéen, Vendée Vengée, que vous avez publié il y a 20 ans, je crois, qui vient d'être réédité en 2006. Chez Perrin. Donc je renvoie nos auditeurs et téléspectateurs qui souhaiteraient se renseigner un peu plus sur cette histoire du génocide vendéen et réfléchir ensuite à l'histoire de tous les génocides et à la manière de les combattre. Je les renvoie donc à l'excellent ouvrage de Reynald Secher. Merci beaucoup de nous avoir apporté vos lumières et j'espère que lors d'une prochaine occasion, nous pourrons à nouveau évoquer ces problèmes qui, hélas, et je le crains, sont dans la nature humaine beaucoup plus encore même que dans l'histoire parfois, car l'histoire, hélas, même si elle ne se répète pas, elle a tendance à bégayer et à redire souvent les choses, même si c'est d'une façon différente. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Notre sujet n'était pas très gai, mais nous avions le devoir de le traiter. À bientôt, portez-vous bien, essayez malgré tout d'être heureux, et vive la France.